Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo originale. On va faire le making-of d'un test d'un objectif. Vous allez m'accompagner finalement dans toutes les étapes par lesquelles je passe pour créer la vidéo, donc le produit final quand j'ai testé un objectif. Alors la première chose qu'il faut, c'est une idée. Il faut avoir une volonté de tester quelque chose ou alors être contacté par la marque pour tester un nouveau produit. Ici, pour faire cette vidéo-là, je vais profiter du fait que dernièrement, j'ai énormément utilisé le système Canon RF. Et donc, je réutilise un peu plus dernièrement tout le système Sony. Et c'est vrai que quand on est en Canon RF, on va être amené à utiliser ce 70-200 qui est une bombe. Et franchement, j'ai aucune envie de réutiliser le 70-200 de chez Sony. Et Tamron, justement, a sorti un 70-200 que vous voyez ici et qui fait exactement... Enfin, 70-180, vous voyez, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais qui fait finalement exactement la taille de ce 70-200 qui a fait tant parler en système Canon. C'est un objectif que j'ai jamais testé. Et je me suis dit, putain, quand même, ça serait cool de tester cet objectif-là. Parce que franchement, jamais de la vie, je repasse à un 70-200 traditionnel après avoir utilisé le 70-200 Canon. Mais cet objectif-là, quand je commence cette vidéo, je ne l'ai pas. Et donc la première étape, c'est d'acquérir l'objectif. Et pour ça, le plus simple, c'est de demander au constructeur. Donc vous voyez ici, je leur fais un petit mail pour leur demander « Coucou, est-ce que je peux faire une vidéo à propos de vos objectifs ?» Donc ça, c'est évidemment le cas le plus simple parce qu'il y a aussi beaucoup de cas où on ne peut tout simplement pas demander au constructeur et on est obligé d'utiliser le système D pour tester les objectifs. 10 jours après, j'ai reçu ce colis avec les deux objectifs demandés. Pour moi, la suite, généralement, c'est de me poser la question de quel est le principal concurrent, quels sont les objectifs avec lesquels les gens vont le comparer, vont hésiter. Donc, évidemment, ici, pour ce 70-180, tout naturellement, c'est le 70-200 de chez Sony. Et ensuite, généralement, je me pose la question, est-ce qu'il y a un appareil photo avec lequel il est plus intéressant de tester ou pas? Et la plupart des temps, le plus intéressant, c'est de tester ça avec le capteur avec le plus de définition parce que c'est lui qui va exacerber les défauts. Et généralement, pour moi, l'étape suivante, c'est de regarder comment il est marketé en fait. Donc, je vais sur le site du constructeur tout simplement comme un client et je regarde un peu quels sont les arguments marketing en fait qu'ils ont utilisés. Donc là, on voit tout de suite un compact et performant. Je lis en détail la fiche de spec, on va en discuter. Mais voilà, je lis vraiment toutes les petites lignes, je regarde sur quoi ils insistent, je veux être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. J'essaye de bien comprendre finalement qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, qu'est-ce que les ingénieurs ont essayé de faire, pour qui il est fait. Et donc tout ça, ça va me permettre derrière de bien cerner le produit. Et donc je vais utiliser toutes ces informations-là pour créer un tableau. Donc un simple tableau comme ça, dans lequel je mets l'objectif que je teste avec son concurrent. Et l'idée ici, pour moi, c'est avant de commencer, finalement, d'avoir un tableau avec j'ai un code en rouge quand c'est des défauts et en vert quand c'est quelque chose, au contraire, qui est un atout. Donc, vous voyez, typiquement, ici, je l'ai mis face au 70-200 de chez Sony. Je vois tout de suite que l'un a la stabilisation, l'autre l'a pas. Je vois tout de suite qu'il y a des différences de prix qui sont énormes. Je vois qu'il y a une différence ici de poids qui est énorme, que l'un est compatible avec un téléconvertisseur, que l'autre n'est pas compatible, que l'un va être capable, par exemple, de vous donner un rapport de grossissement de 0,5 alors que l'autre, c'est 0,25. Donc tout ça, ça me permet déjà d'avoir une bonne image finalement en termes de spécification, en termes de marketing, pourquoi cet objectif il est fait. Et donc ça m'oriente sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de tester sur cet objectif-là. Par contre, ensuite, j'aime bien tester l'objectif dans l'environnement pour lequel il est fait. J'aime pas trop les tests qui utilisent la même procédure quel que soit l'objectif. Je citerai aucun nom, mais typiquement, vous avez des testeurs qui prennent un objectif, que ça soit un 14 mm ou un 600 mm, c'est la même mire, c'est tous les mêmes tests, sauf que moi je suis pas d'accord. Un 14 mm, il va être optimisé pour une mise au point à l'infini et bien traiter les étoiles et compagnie. Un objectif macro, il va être lui optimisé pour une mise au point qui est plutôt donc en position macro. Bref, tous les objectifs sont un peu différents et on ne peut pas répliquer sans arrêt les mêmes tests sans prendre en compte pourquoi cet objectif il est fait. Je pense qu'avant tout, il faut utiliser l'objectif pour sa destination principale. Et la première étape du test, c'est de venir ici, vous voyez, sous ce drap, j'ai la mire. Donc voilà, la mire elle est en place, je vous explique un peu. Donc c'est une mire qui est quand même assez grande, qui fait quasiment 1,50 m de large. Donc il faut bien la disposer.
Donc comme vous pouvez voir, là, ça fait partie ici, hop, un niveau pour vérifier qu'elle est droite. Et ça dans les deux axes, hein, donc aussi bien horizontal que vertical. Il faut bien que ça soit un plan qui est bien plan en fait, hein, qui est bien droit. Donc vous voyez ici, j'ai un petit repère et je le mets exactement sur la rainure du carrelage ici parce que je vais venir mettre mon trépied en fait sur cet axe-là. Donc mon trépied va être exactement au milieu sur cet axe-là. Une mire, bah, c'est sympa parce que c'est quelque chose qui est reproductible, qui est toujours pareil et qui est étudié en fait. Ça vaut cher une mire, hein, il faut pas croire. Moi ici, j'ai une mire de Edmond Optique. C'est une des dernières fois que j'utilise celle-ci parce que j'attends, ça va faire quasiment 6 mois, une mire qui est un peu plus performante que celle-là et qui est compatible avec le logiciel Imatest. Donc une mire, c'est dans les 2-3 000 euros, hein. C'est quelque chose qui est très très cher. Cette mire-là, en fait, c'est cher parce que, comme vous pouvez voir, on a plein de petites lignes ici. Et ces lignes-là, vous voyez, avec ce degré de précision-là, bah, ça coûte très très cher à imprimer, ça demande des outils de très très haute précision. Et vous voyez, on a différents patterns en fait. Vous avez des lignes qui vont être verticales, vous avez des lignes qui vont être horizontales, vous avez des lignes ici qui sont obliques, vous avez des patterns sur les différents côtés, des choses qui vont vous permettre de juger de la distorsion. Et tous ces patterns-là, ils sont étudiés pour que vous puissiez voir plein de choses. Donc vous allez voir le piqué, l'homogénéité, les aberrations chromatiques, la distorsion, le vignettage, juste en prenant une seule photo, parce que tous ces dessins-là, ils sont faits pour faire ressortir les défauts des objectifs. Ça a aussi ses défauts, une mire. On en parlera probablement dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez pas utiliser une mire avec tous les objectifs. Typiquement, moi je suis choqué de voir quelqu'un utiliser une mire avec un 14 mm. Il faut bien comprendre que, voilà, la mire, il faut travailler à une distance raisonnable de la mire. Tous les objectifs sont pas faits pour qu'on... Enfin, un 14 mm qui est fait pour travailler à la position infinie, quand vous le mettez sur la mire, il est à 10 cm, il est comme ça de la mire. Et c'est pas du tout fait pour ça, en fait. C'est impossible. Tous les objectifs qui sont faits pour du paysage, ils sont faits pour avoir une mise au point qui est à 200 ou 300 mètres. Là, les qualités optiques, elles sont pas les mêmes que si vous le prenez à 30 cm, parce que il vous faudrait une mire qui fait 10 mètres ou 30 mètres de large pour arriver réellement à pouvoir voir les qualités d'un objectif. Et c'est pareil, un 600 mm, et 600 mm, il est fait pour travailler à une distance de travail qui est largement supérieure à celle d'une mire. Bref, moi je suis pas d'accord. La mire, je l'utilise à partir du 24-70 et quasiment jusqu'au 70-200. Mais après 70-200 et avant finalement le 24-70, j'estime que la mire elle est plus adaptée. Et encore ici, j'ai pris une mire qui me permet de travailler sur des résolutions de 45 mégapixels. Cette mire, elle dispose de repères. Comme vous pouvez voir, j'ai des flèches. Par exemple, ici, une photo est au format 3,5. Donc je sais que mon cadre, il va aller de 3,5 ici à la flèche 3,5 qui est ici, et ainsi de suite. Donc je sais exactement comment je vais devoir cadrer. Pareil, j'ai une cible au centre, je sais où est exactement le centre de ma mire. Sur l'appareil ici, je vais travailler en mode AV, voilà. Ensuite, je vais travailler à ISO 100, je vais travailler ensuite avec une correction d'exposition, généralement qui est à plus 2/3, tout simplement parce que la mire est toute blanche en fait. Donc ça trompe quelque part le mode de mesure. Donc c'est un peu comme quand vous êtes à la neige, hein. Vous êtes obligé de surexposer un peu plus. La vitesse, je m'en fiche, parce que comme vous pouvez voir, je suis sur un trépied. Trépied avec une rotule 3D qui me permet d'être ultra précis. Il faut que, comme je vous l'ai dit, l'image soit bien centrée. Vous voyez ici, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Et il faut que je sois exactement au centre. Donc évidemment ici, je vais venir zoomer dans mon image. Zoomer vraiment à fond de chez à fond. Et vous voyez, ici j'ai 4 petites lignes, 4 petites flèches. Et ces 4 petites flèches, je vérifie qu'elles soient exactement centrées. Et tout simplement, je fais une mise au point manuelle. Voilà, je me sers du focus picking. Et maintenant, je sais que ma mise au point est bonne. Donc c'est comme ça que je fais. Et la mise au point ensuite ne change pas. Je vais juste changer l'ouverture et prendre mes photos avec un retardateur généralement de 10 secondes. Comme ça, j'ai ceinture et bretelles, je sais que je suis blindé au niveau de l'ouverture, au niveau de la stabilisation trépied, blindé au niveau de la mise au point. C'est moi qui ai fait la mise au point, je suis sûr et certain que c'est la mise au point qui est optimale. Et finalement, je maîtrise tout. Je ne dépends pas d'un autofocus qui pourrait avoir loupé la mise au point. Je ne dépends pas d'une exposition qui aurait pu mal se faire. Et comme je vous ai dit, ici j'ai le centre. Vous voyez, je suis la rainure. Et je vérifie que ma colonne elle soit exactement ici sur la rainure. Et évidemment, hein, j'utilise le niveau de mon appareil
pour être sûr et certain qu'il m'indique que je suis plat. Voilà, je voulais zapper, mais l'appareil a maintenant reculé. Donc je vais tester maintenant la focale 135 mm. Hop, donc j'ai dû tout régler, hein, toujours avec le même protocole. Et ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit tout de suite les distorsions. Et je fais la mise au point devant, et puis après je tourne pour faire la mise au point à l'infini. Comme ça enregistre le focus bruising qui est ici et assez minimal, je dois dire. Donc c'est à ce moment-là que je le fais. Et pour finir à 180 mm, moi j'ai un garage qui est quand même assez grand. Hein. Vous voyez, j'ai l'appareil qui est là. Et quand il est à 200 mm, il touche le mur. Je ne peux pas aller plus loin, c'est pour ça que ça avait été étudié. Et en fait, il vous faut un recul après qui est un truc de malade. Ou alors une mire qui est toute petite. Mais moi, je suis pas fan et je trouve que ça fait pas des bons résultats, une mire qui est toute petite. Et donc, je vais vous passer les détails. Hein, mais la suite, pour moi, c'est de recommencer avec le 70-200 Sony, puisque je l'ai jamais fait, cette mire, avec cet objectif-là. Et vous voyez, comme je suis obligé de faire la mise au point manuellement, on est obligé, en fait, finalement, de faire des mises au point manuelles. Et on s'aperçoit tout de suite des différences. Hein. Vous voyez, sur le Sony, on a une mise au point manuelle qui est pas très précise. C'est hyper brutal. On passe tout de suite de C mise au point à C pas mise au point. On a beaucoup de mal à être précis. Là où je me suis aperçu que la course avec le Tamron est beaucoup plus précise, beaucoup plus agréable. Donc sur le Sony, j'ai veillé à désactiver la stabilisation. Et je ne l'ai pas dit, hein, mais toutes les photos des mires, c'est fait avec le premier rideau électronique pour éviter le shutter shock. Allez, pour la distorsion, j'utilise mon portail, puisque j'ai des lignes, hein, comme vous pouvez voir, dans les deux sens. Donc c'est facile pour moi de bien cadrer. Avec le trépied, je vais être sûr et certain que ça va être bien ajusté. Et je vais pouvoir tout de suite lire la distorsion avec toutes ces lignes-là, ça va être facile. Et malheureusement, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, ça va être compliqué hein, pour faire les aberrations chromatiques, pour faire le Sunstar et compagnie, parce que il faut un temps aussi où c'est pas nuageux, sinon je suis obligé de le faire sur une mire à l'intérieur. Et je préfère généralement le faire avec le vrai soleil, comme ça je suis sûr que je ne me trompe pas. Alors ce trépied-là où j'ai fait la mire, il reste là. Il est réglé en fait pour que ça soit exactement la hauteur du centre de la mire, que j'ai juste à poser l'appareil, c'est très simple pour moi, tout est déjà configuré. Donc ce trépied-là, il reste, c'est le trépied mire, si vous voulez. Et donc je vais passer à ce second trépied ici, toujours avec une rotule 3D qui me permet d'ajuster précisément les choses. Et c'est avec ce trépied-là qu'on va faire la distorsion et tout le reste dans le jardin. Bon, il pleut, donc je suis obligé de m'arrêter. Et oui, on dépend du temps. Bon, la suite, c'était le week-end, donc je ne l'ai pas filmé. Mais généralement, le week-end, ce que je fais, c'est tout simplement vivre avec l'objectif. Je saisis un peu les opportunités, je fais des photos en intérieur parce que ça me permet de voir un peu, de me rendre compte, de dire aux gens en fait à combien d'ISO ils sont lorsqu'ils vont faire les photos en intérieur, si un sujet bouge, si un sujet bouge pas. Ici, j'avais essayé de mettre un affût avec un oiseau, je l'avais mis sur trépied avec télécommande, mais je suis pas arrivé. L'oiseau était vraiment ultra prudent et il restait pas longtemps. Je suis pas arrivé à le choper. Et après, généralement, le week-end, on fait toujours des promenades en famille à la demi-journée. Et donc, je saisis l'opportunité finalement de me balader. Et ces opportunités-là, généralement, j'ai toujours la chienne. Et donc, avec la chienne, je vais tester l'autofocus. Alors, je vais tester l'autofocus sur de la marche. Puis après, je vais tester l'autofocus sur de la course. L'idée, c'est de voir un peu quelles sont les limites. Et de faire des photos, généralement des enfants. Voilà, il y a toujours des moments où ils vont courir, des moments où ils vont marcher. Bref. C'est toujours une bonne opportunité pour faire des photos, évidemment des photos de paysage. Si j'ai l'opportunité, voilà, ici par exemple, généralement pendant la balade, une ou deux fois dans la balade, je me mets à une position, je demande à mon fils de ne pas bouger et je change d'objectif. Donc l'idée ici, c'était de comparer du 180 mm contre du 200 mm. Donc au moment où je fais ça, je ne connais pas du tout les résultats de tout ce que j'ai pu prendre. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une différence de couleur entre le Tamron et le Sony. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que c'est plus jaune et sur le Sony, c'est plus blanc. Mais ça me permet de manipuler l'objectif. Des fois, quand vous suivez le protocole sans utiliser l'objectif, des fois, il y a des choses qui, sur le protocole, vous vous en rendez pas compte. Et c'est vraiment sur le terrain, quand vous êtes en train de l'utiliser, quand vous ne cherchez pas à faire un test précis, que vous allez vous rendre compte finalement de est-ce qu'il est agréable à utiliser, est-ce qu'il n'est pas agréable, ou que vous allez tomber sur une situation où le soleil est dans un endroit auquel vous vous attendiez pas, dans une situation où vous n'auriez pas pensé à le placer, et hop, vous allez voir quelque chose. Donc ça dépend des objectifs. Aujourd'hui, je fais aucun test en ayant passé au moins une demi-journée à l'utiliser vraiment sur le terrain.
Une demi-journée en plus des tests, évidemment. Hein. Mais sur un objectif que j'ai généralement avant le lancement, on est plutôt sur 2 journées complètes sur le terrain. Donc ça dépend vraiment si je fais un petit test ou si je fais vraiment le gros test. Allez, on est maintenant dans ce que j'appelle mon deuxième studio. Alors c'est ici que je vais tourner les images du produit. Donc c'est les images que vous allez voir en illustration qui vont vous montrer à quoi ressemble le produit, quoi. C'est généralement ici que je le fais. Donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est une simple table avec un plateau tournant. Donc j'essaye d'accessoiriser, peut-être pour donner un peu de couleur. Vous voyez ici, je mets un fond qui est derrière. Donc j'ai ces lumières-là ici, qui sont des nanolights, qui vont me permettre de mettre des touches de couleur, par exemple. J'en ai une deuxième ici. J'ai différents plateaux. J'ai un grand plateau. Je l'ai ici en version petite et je l'ai là-bas en version blanche. Donc je peux travailler en blanc, je peux travailler en noir. Ça dépend vraiment de l'envie du moment. Et le setup, il est assez simple. Hein. On a une grosse lumière ici, donc avec un diffuseur devant et en nid d'abeille. Et ensuite, je fais la fill light avec ces 2 néons qui sont ici. Et généralement, je vais faire les mouvements de caméra avec une espèce de grue, vous voyez, et d'Elchrone. Donc ça reste toujours en place. Comme ça va assez vite. Hein. Je vais poser la caméra ici. En 2 secondes, vous voyez, je peux faire mes mouvements de caméra. Je vous ai fait une vidéo sur tout le matériel et d'Elchrone. Je ne sais pas si elle est sortie, mais si elle n'est pas sortie, ça ne devrait pas tarder. Allez, on enchaîne, on va faire un peu le bokeh. Pour faire le bokeh, donc j'ai un pied de lumière qui soutient ici un carton gris. Donc c'est un carton gris qui me sert par exemple à faire l'exposition. Pour que l'exposition soit juste, notamment quand j'utilise du log, hein, c'est du gris, c'est un carton gris neutre, 18% classique. Et donc on va tout simplement le redresser pour mettre une figurine dessus. Et juste derrière, comme vous pouvez peut-être le voir ici, on a un mur de guirlandes. Vous voyez ? Hop, donc ça va être Noël en fait. Et vous voyez, là vous pouvez le voir en direct. Bim, on peut tester le bokeh en 2 minutes. Allez, c'est lundi, je viens de faire un point sur tout ce que j'ai fait donc vendredi lors de la première journée de test, sur tout ce que j'ai pu faire dans le week-end quand j'ai utilisé l'objectif au quotidien. Et donc, dans ma liste ici, comme vous pouvez voir, il me reste à faire vérifier que l'objectif est parafocal ou non, comme c'est un zoom. Vérifier donc la stabilisation, en l'occurrence ici il n'y a pas de stabilisation, mais ce que je veux faire c'est avoir un plan avec la stabilisation du Sony et un plan sans la stabilisation du Tamron, voir un peu quel est son impact, puisqu'on reste avec un capteur stabilisé dans les 2 cas. On va profiter du fait qu'il y ait du soleil, on va aller rechercher le flair, rechercher les aberrations chromatiques, on va faire la distorsion avec le portail, et on va terminer avec un petit cabanon qui est au loin pour voir un peu le 180 mm vs 200 mm, c'est parti. Allez, on commence par le test parafocal, c'est assez simple, hein. Je mets l'appareil photo sur le trépied, je vise quelque chose, ici j'utilise un arbre, et donc je vais tout simplement faire la mise au point à 70 mm. Hop. Je me mets en mise au point manuelle. Je zoome à 200 mm et il faut que la mise au point soit conservée. Là, la mise au point, elle est, on le voit grâce au focus picking. Bim. Et là, il est toujours là, toujours en rouge grâce au focus picking. Donc lui, il est parafocal contrairement au Sony. Pour tester la stabilisation, je fais des tests à main levée avec et sans stabilisation pour voir un peu quel impact elle a en vidéo. Donc je zoome à fond et vous faites des plans comme ça de 30 secondes et vous comparez avec et sans et vous comparez entre 2 objectifs. Donc je vais essayer de prendre des photos à 1/20 de seconde avec les 2 objectifs et je vais comparer s'il y a une différence significative en étant 3 stops en dessous de la vitesse de sécurité. Et ce test-là, généralement, vous voyez, je le fais sur ce gros établi dans lequel j'ai un Bosch écrit en gros dessus parce que c'est hyper simple ensuite. Allez, ça y est. Donc là, on a fait tous les tests. Donc pour l'instant, j'ai rien vu en fait. Il faut bien comprendre qu'à ce moment du test, des fois, il y a des constructeurs qui me disent au bout de 3 jours, alors qu'est-ce que t'en penses et compagnie. En fait, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, moi, j'ai fait ma liste de tests. J'ai pas eu de préjugés ou de... Je vais avoir ça, je fais ma liste de tests, donc vous voyez pour l'instant tout est encore là. Et tout est sur les cartes SD,
Donc des 3 appareils qui m'ont servi. En l'occurrence, j'ai utilisé pour la vidéo le A7S pour tous les plans d'illustration. Sur le 1, j'ai fait tout ce qui était autofocus, et sur le R4 qui doit être quelque part. Non, il est peut-être pas là d'ailleurs. J'ai tout ce qui était mire. Et donc maintenant, le but du jeu, ça va être de décharger finalement toutes ces cartes et de passer sur une première étape d'importation, préparation du catalogue, de triage de tout ce que j'ai, et ensuite une étape d'analyse. Mais ça va se passer donc sur l'ordinateur. Voilà, j'ai importé et trié à peu près les 1500 photos. Il m'a fallu 2 heures, le temps d'importer, de créer des aperçus, de tout regarder, de trier, de mettre les petits drapeaux verts, les petits drapeaux rouges. Donc comme vous pouvez voir, en fait, moi, ici, j'utilise Capture One et en fait, je crée des collections. Donc vous voyez ici, j'ai créé une collection test du Tamron dans laquelle je mets des exemples de photos que je vais vous montrer pendant la vidéo. Je mets les mires, 70, 100, 135, 180. Ensuite, j'ai toutes les images qu'on a fait pour le bokeh, tout ce qu'on a fait pour l'autofocus. Donc j'ai 2 séries autofocus plus des vidéos. Les aberrations chromatiques, le flair, le vignettage, je me sers de la mire. La distorsion, vous voyez là on voit bien la distorsion sur le portail avec le quadrillage, là elle est très très claire. Donc j'ai ensuite des vidéos, alors ici on peut pas voir le preview parce que c'est du 10 bits. Donc tout ce qu'on a fait avec du focus breathing et du parafocal, le grossissement, vous voyez on voit bien le grossissement, bim. Ensuite on a les petites photos que j'ai fait comparatives avec le Sony. Donc ça c'est du 180 mm vs 200 mm. Et la stabilisation en vidéo et la stabilisation en photo. Donc la stabilisation en photo, alors ici vous ne les voyez pas parce que j'ai des filtres qui sont activés. Mais j'ai retenu 67 photos Sony, 67 photos pour le Tamron, les 67 premières photos que je regarde. Et en fait toutes les photos qui sont bonnes, je leur mets une étoile. Donc vous voyez, si je prends n'importe quelle photo ici, avec une étoile, c'est une photo qui est nette. Alors que si je prends une photo sans étoile, comme celle-là, voilà, c'est une photo qui est floue. Et tout simplement, après, je fais des statistiques. Donc ici, j'ai noté les statistiques carrément dans le nom. Donc comme je peux voir ici, j'ai 9% de photos bonnes avec le Tamron qui n'a pas de stabilisation et 37% de photos bonnes avec le Sony qui a une stabilisation. Donc tout ce classement-là, finalement, il me permet de faire le test et il me permet finalement derrière d'enquiller avec le tournage de la vidéo. Je suis allé dans le logiciel de vidéo pour préparer, vous voyez, les comparaisons, mettre les vidéos l'une en face de l'autre. Donc ça doit me permettre, c'est tous les tests qu'on avait fait, par exemple stabilisation et compagnie. Donc ça doit me permettre d'illustrer pendant que je tourne la vidéo. Et issu de toute cette analyse d'image, en fait, je prépare un script. Donc vous voyez ici, je prépare tout le script. Donc j'ai toute mon introduction qui est écrite. Introduction qui se sert aussi des tableaux qu'on avait rédigés au tout début de ce test-là, donc des spécifications et compagnie. Donc tout ça, je le traduis sur un texte qui va aller sur le prompteur. L'idée de créer comme ça ce texte, c'est de faire les vidéos les plus courtes possibles et qui apportent le plus d'informations possible. Vraiment, je ne perds pas du tout de temps à chercher mes idées, à me répéter. C'est vraiment fait pour que ça aille le plus vite possible. Pareil, tout ce que j'ai analysé, j'ai essayé de me faire des petites notes, donc des grosses idées que je vais avoir sur le prompteur, mais que je ne vais pas dire, mais pour être sûr et certain que j'oublie rien. Pareil, des petits textes, par exemple, pour la promotion, petite pause dans la vidéo, abonnez-vous, etc. Donc voilà, donc là, j'ai toutes les notes issues de les analyses, et ensuite, j'ai la conclusion, qui est aussi scriptée. Donc généralement, je scripte l'introduction, et je scripte la conclusion, ce qui permet, encore une fois, d'avoir la vidéo la plus condensée possible. Aujourd'hui, j'essaye de ne pas dépasser la durée de 15 minutes pour un test d'objectif, parce que sinon, les gens, ils cliquent pas sur la miniature, tout simplement. Ils veulent la vidéo qui leur apporte le plus d'informations possible, dans le moins de temps possible. Et c'est ce que j'essaye d'apporter avec les vidéos. Bon voilà, à ce stade, la vidéo elle est maintenant tournée. Il faut tout simplement préparer le montage et ensuite 2-3 heures de montage. Et ensuite, il reste 2 étapes importantes. Choisir le titre de la vidéo, ça peut paraître rien, mais ça peut vite vous prendre une demi-heure parce que c'est parfois un casse-tête d'un titre qui quelque part va donner envie de voir la vidéo parce qu'on n'a pas fait tout ça pour que les gens ne voient pas la vidéo quand même. Et ensuite, il faut trouver la miniature de la vidéo. Et c'est pareil, la miniature, il faut tout de suite une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire une miniature qui, j'espère, va donner un tout petit peu envie. Et enfin, on peut conclure que la vidéo est quasiment terminée. Mais vous voyez, c'est un long parcours entre le moment où on décide de faire la vidéo
et le moment où la vidéo est publiée. Il y a quand même pas mal de travail. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est une idée qui m'a été donnée par plusieurs d'entre vous. Damien, ça serait bien que tu nous dises comment tu testes, que nous montres les coulisses. Je me suis dit, allez, on va faire un journal. On va profiter d'un test particulier et on va voir si ça vous plaît. J'espère que c'est le cas. Salut!